On a élaboré un plan avec REM pour être capable de prendre des mesures, faire des essais, de voir qu'est-ce qui pouvait être fait pour minimiser le bruit, comment on pouvait orienter les alarmes sur l'équipement. Il faut vraiment être à l'écoute des préoccupations des riverains parce que c'est vraiment des préoccupations qui sont différentes. Puis on ne peut pas avoir des méthodes similaires à chaque endroit. Le REM, c'est 67 km. C'est 26 stations. C'est un tout premier métro léger automatisé ici au Québec, à Montréal. Dans ce balado, on vous donne accès aux coulisses de ce grand projet et au moment historique de sa mise en service. Je m'appelle Jean-Vincent Lacroix, je suis directeur des communications chez CDPQ Infra, mais avant tout, un grand passionné de transport et d'infrastructure. Bienvenue à Prochaine Station. Aujourd'hui, à Prochaine Station, on va parler de construction. On va parler de bruit, de chantier, de méga chantier, en fait, dans le cadre du REM, mais on va surtout parler de vous. Parce qu'évidemment, bâtir un réseau de transport collectif, c'est beau, mais il faut passer quelque part. Il y a des gens, il y a des riverains. Et évidemment, il y a des impacts. Alors, on va parler de vous à travers ces chantiers-là et on va le faire avec deux personnes. En deuxième partie d'émission, on va parler à Giovanni Cipolla, qui est directeur de l'antenne Deux Montagnes pour le consortium Nouvelle Ère. Et en premier segment d'émission, on va parler à Marie-Michelle Paul, qui est directrice adjointe Affaires publiques pour le projet du REM. Marie-Michelle, bienvenue à Prochaine Station. Merci, Jean-Vincent. Marie-Michelle, je l'ai dit dans ton titre, tu es directrice adjointe Relations communautés. Qu'est-ce que ça fait, les relations communautaires, surtout dans un projet comme le REM? Oui, bien, les relations avec la communauté, dans le fond, c'est la liaison entre les différentes communautés qui sont touchées par le projet du REM et notre organisation. Donc, on est vraiment au cœur de la relation entre les communautés et le projet REM. Puis quand je parle de communauté, ben ça peut être des regroupements citoyens, ça peut être les élus, ça peut être des groupes environnementaux, des groupes économiques, mais ce dont on va parler beaucoup aujourd'hui, ça va être notamment des voisins de nos travaux, là, qu'on appelle des riverains. Donc, on est vraiment au cœur des préoccupations de nos riverains et on a la responsabilité de ramener ces préoccupations-là au projet REM, à nos ingénieurs pour s'assurer que les travaux se fassent avec le moins d'impact possible. C'est ça, les relations communautaires, à l'externe, les gens vous voient un peu comme les interlocuteurs, mais à l'interne, ce que les gens ne voient pas, c'est que vous représentez ces intérêts-là au sein de l'organisation parce que c'est vous qui vous êtes aux premières loges de justement quand il y a des impacts, je nommais du bruit, mais de la poussière, tous ces enjeux-là, c'est un peu vous qui représentez ces enjeux-là à l'interne. Effectivement, dans le fond, on est présent là, dans toutes les rencontres techniques, les rencontres où on explique c'est quoi les travaux qui viennent, puis on est capable pour chacun des secteurs, parce qu'on connaît bien nos communautés maintenant. C'était pas nécessairement le cas au début, mais ça fait déjà plus de 4 ans qu'on est en travaux. On est capable de recommander aux équipes techniques certaines mesures de mitigation qu'on appelle donc des mesures de réduction des impacts en fonction de la communauté dans laquelle les travaux se font. Fait qu'évidemment, on va pas avoir les mêmes méthodes de réduction de bruit si on est dans un quartier résidentiel, près d'une école, ou si on est sur le bord de l'autoroute 40, où là, on a d'autres choses à prendre en compte. Mais c'est ça, as-tu des exemples un peu dans la boîte à outils de ce que vous pouvez faire au quotidien pour aider les gens? Oui, bien, on fait toutes sortes de choses. Premièrement, on est en communication constante avec les gens via différents canaux. Évidemment, on a comme une adresse courriel, un numéro de téléphone et les agents de relations avec la communauté, donc les conseillers qui travaillent dans mon équipe, interagissent de façon quotidienne avec les riverains. Mais évidemment, dès le début du projet, on a mis en place dans certains secteurs des canaux d'échange qui sont plus formels, je dirais, où on amène nos ingénieurs, nos concepteurs, les gens responsables de la réalisation. Puis ça, c'est ce qu'on appelle nos comités de bon voisinage. Des comités de bon voisinage, on en a mis en place dans les secteurs qui étaient les plus sensibles, donc où on avait des travaux majeurs pour une longue période de temps et où, évidemment, ben, il y avait des voisins du chantier qui allaient subir pendant plusieurs mois, voire des années, des impacts. Donc, le comité de bon voisinage, on se rencontrait quelques fois par année et la magie, si on veut, de ces comités-là, c'est que ça met directement en contact les citoyens avec les gens qui sont
responsables des travaux. Exact. Puis on va le voir tantôt avec Giovanni qui va venir nous rejoindre. C'est différent d'être dans son bureau, de réfléchir à comment on va faire les travaux. Puis évidemment, ben comme tout bon constructeur, ben on essaie d'y aller à la méthode la plus rapide. Mais c'est sûr que quand on fait ces travaux-là au sein d'une communauté, ben il faut s'ajuster. Fait que les comités de mon voisinage, c'est un peu un test où on met nos constructeurs directement avec les citoyens. Puis c'est une bonne méthode, en fait, pour nous aussi de vraiment sensibiliser là, à l'interne les gens pour qu'ils se mettent à réfléchir différemment quand ils font la planification des travaux. Oui, vas-y. Non, en fait, c'est que je voulais qu'on parle d'un exemple précis parce que tu parles de ça, puis tout de suite, j'ai en tête là, le cas d'Édouard Montpetit. Parce que je trouve que c'est comme un peu tous les ingrédients réunis. À Édouard Montpetit, il y a une école primaire, puis à côté, il y a un de nos chantiers, je pense, les plus complexes dans le projet, qui est la station Édouard Montpetit, qui est 70 mètres dans le sol, qui est un immense chantier. Peux-tu nous dire un peu ce cas-là? Qu'est-ce qui a été fait? Oui, la station Édouard Montpetit, c'est vraiment un cas particulier parce on travaille à peu près là, sur la grosseur d'un timbre-poste là, au cœur de la ville, puis on devait escaver 70 mètres de roc. Là, tu as parlé de l'école primaire, mais on était face au pavillon Marie-Victorin de l'Université de Montréal, donc des étudiants universitaires, le CEPSUM, qui est le centre sportif de l'université à côté, l'école primaire Saint-Germain d'Outremont et une garderie juste à côté. Tout ça s'en fait, là, des acteurs. Ça en fait. Il y a beaucoup de circulation parce qu'on est sur un campus étudiant universitaire. Très peu d'espace pour travailler. Puis notre chantier, il était voisin de la cour de récréation de l'école primaire. Puis ça, je pense que, tu sais, s'il y a des leçons qu'on a pu tirer avec le temps, c'est qu'on n'avait peut-être pas anticipé ce que ça pourrait susciter comme inquiétude chez les parents de voir un chantier arriver comme ça juste à côté de l'école primaire. T'sais, on pensait beaucoup aux riverains voisins qui habitent à côté d'un chantier, mais une école, les jeunes sont là dans la journée, le soir ils retournent, ils sont pas là la fin de semaine, ils sont pas là les vacances d'été. Mais dès le début, moi, je suis allée rencontrer à ce moment-là la directrice de l'école pour lui expliquer ce qui s'en venait. Puis, on a senti qu'on avait beaucoup de travail à faire pour rassurer les parents. Rapidement, il y a eu de l'inquiétude au sein des parents, de la direction de l'école, de la commission scolaire, parce que là-bas, on s'en allait faire du micro-dynamitage, donc des petits sautages pour faire exploser le roc. Mais c'est normal, c'est ça, tu l'expliques, puis je me doute, là, c'est sûr, ça crée des préoccupations, mais en même temps, comme tu dis, c'est pas juste de partager des faits, il y a aussi cette perception-là au-delà des faits que les gens peuvent avoir. Bien, exactement. Puis donc, on a travaillé très fort avec l'école, avec l'université aussi, avec le comité de parents pour mettre en place des mesures supplémentaires. Fait que, par exemple, on a enclavé tout notre chantier, qui était déjà très restreint, là. C'était vraiment... Donc, on l'a enclavé de murs anti-bruit. Du côté de la cour d'école, on a pu mettre un mur anti-bruit qui était d'une hauteur vraiment impressionnante là, pour s'assurer là, qu'on minimisait au mieux le bruit pour les élèves qui sont en classe. Puis il y avait beaucoup ça comme préoccupation de comment ils vont continuer leur apprentissage alors qu'il y a ça à côté qui est comme excitant. Là. Il y a du dynamitage, il y a des camions, beaucoup qui sortent. Ouais. On a aussi mis une porte à la sortie du chantier pour éviter l'interaction entre les camions puis les élèves. Et puis donc, on s'est entendu avec le comité de parents et l'école sur les heures d'entrée et de sortie des camions pour éviter que les camions qui transportaient tout ce roc-là, ça sorte au même moment que les entrées et sorties de classe. On s'est entendu avec eux aussi sur les heures de nos micro-dynamitages. Il y avait beaucoup de craintes, tu sais, sur... Dans le milieu de la construction, là, faire du micro-dynamitage, c'est quelque chose de super commun. Ça arrive vraiment souvent à Montréal. Mais c'est sûr que quand tu es un parent, que ton enfant il va à l'école à côté puis tu entends dynamitage, là, tu fais « Oh mon Dieu! » C'est ça. Fait que là, on s'est entendu sur les heures pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'élèves dans la cour d'école au moment où on faisait nos dynamitages. On a produit des outils pour l'école. On a fait des soirées d'information publique avec les parents. Puis depuis ce temps-là, on est en contact constant. Mais on a réussi à passer finalement à travers cette période-là. Puis un des éléments qui est intéressant, c'est que c'est la première fois où on s'est fait beaucoup questionner sur le bruit, l'impact du bruit, l'impact de la poussière. Tu sais, ça peut être quoi l'impact de la poussière sur des poumons d'enfants? Puis ce qui nous a amené à nous dire,
de toute façon, on va prendre des mesures de bruit, on va prendre des mesures de poussière. Pourquoi on les rendrait pas publiques sur notre site Web? Puis là, ben, depuis ce temps-là, en fait, grâce à cette collaboration-là, pour chacun des chantiers, on avait nos données de bruit de poussière là, qui étaient toujours disponibles puis qui permettaient aux gens qui avaient des inquiétudes de pouvoir suivre ça. Mais c'est ça, c'est un peu... Tous ces efforts-là, j'ai l'impression que ça mène un peu à un sentiment de confiance. Quand tu rétablis cette confiance-là, ben là, par la suite, ça aide beaucoup la relation. Oui, un sentiment de confiance, voyons ce que je te dirais, dans notre métier, c'est vraiment l'importance de l'écoute puis de ne pas présumer que, eux autres, on va aller mettre ça puis ils vont être contents parce que dans le quartier à côté, c'est comme ça qu'on a fait. Il faut vraiment être à l'écoute des préoccupations des riverains parce que c'est vraiment des préoccupations qui sont différentes puis on ne peut pas avoir des méthodes similaires à chaque endroit. Puis Édouard-Montpetit, c'est un cas où il est unique, dans le fond, sur nos 67 km. Bien, c'est ça. C'est fou, pareil, tu le dis, c'est 67 km. Là, on vient de toucher un exemple, mais c'est sur 67 km. Là, on aurait pu parler de Brossard, Sainte-Anne-de-Bellevue, Deux-Montagnes. Donc, dans le fond, c'est très, très vaste. Là. C'est très vaste, puis c'est un travail qui est quand même difficile, si on veut parler des relations avec la communauté, parce que bien sûr, là, il y a des histoires qui sont difficiles, qui sont déchirantes. Il y a des gens qui appellent en pleurs, qui sont... Puis la pandémie est venue beaucoup exacerber tout ça parce que les gens étaient chez eux tout le temps. Donc, mais nous, nos chantiers, ils se continuaient dans le jour. Avant, ces gens-là allaient travailler. Nos chantiers commençaient le matin, ils étaient partis toute la journée, ils revenaient, ça se terminait. Fait qu'on n'était pas aussi présent, là. Mais c'est sûr que, donc, puis effectivement, sur 67 km, avec beaucoup de milieux résidentiels, là, parce qu'on convertit la ligne de train de montagne, fait qu'évidemment, ça s'est développé autour. Là. Absolument. Écoute, j'aimerais ça qu'on poursuive l'échange avec Giovanni parce que tu as nommé quelque chose d'important face à ces gens-là, comme tu dis, face au rôle de ton équipe pour justement représenter ces gens-là autour des groupes techniques, les groupes de construction. Bien, on amène les experts justement et je veux qu'on en parle avec Giovanni parce que lui fait partie d'une personne avec qui tu as étroitement collaboré justement pour aider, faire évoluer puis amener des techniques de plus en plus de mitigation au sein de nos chantiers de construction. Donc, on prend une pause et on poursuit avec Giovanni une conversation à trois. Parfait. Alors, on continue, prochaine station, deuxième segment. Giovanni, tu te joins à nous pour une conversation à trois. Giovanni, tu as un rôle important dans le projet du REM. Tu étais responsable de toute la construction de la ligne, l'ancienne ligne de montagne pour la convertir au réseau express métropolitain. Effectivement. Puis, à travers cette relation-là, tu as rencontré Marie-Michel. Oui, effectivement aussi. Puis Marie-Michel, elle a la responsabilité des relations communautaires. Puis je pense que, en tout cas, dans la conversation avant l'enregistrement, tu disais, il y a un moment dans le projet où justement l'impact qu'on a, qu'on construit, ça s'est révélé à moi. Oui. Dès le début du projet, on a commencé à organiser les rencontres publiques avec les communautés. Donc, lors de ces premières rencontres-là, c'était en personne parce qu'il n'y avait pas les problématiques de COVID au début. Donc, on faisait ça dans des salles d'assemblée et on faisait notre présentation aux citoyens. Et à la fin de la présentation, il y avait une période de questions. Donc, on laissait libre cours à l'ensemble des citoyens de venir un par un poser des questions, faire des commentaires. Donc, il y a un certain moment, à une de ces rencontres publiques-là, il y a une madame qui est venue en avant et qui a commencé à poser des questions, mais plus aussi faire expliquer qu'est-ce qu'elle vivait en raison du chantier. Puis, à ce moment-là, durant qu'elle est en train d'avoir cette conversation-là, c'est comme si l'ensemble de la salle est disparu. Puis, c'était vraiment une conversation de 1 à 1. Et à ce moment-là, il y a une prise de conscience de l'impact que peut avoir nos travaux sur l'ensemble des personnes qui habitent autour, parce que la ligne de Deux-Montagnes, qu'on ne peut pas se calcher, ça se construit dans un milieu qui est fortement urbanisé. Les maisons sont vraiment à côté de qu'est-ce qu'on est en train de construire. Donc, c'est sûr que qu'est-ce qu'on a qu'à faire comme travaux, parce que c'est quand même des travaux très importants pour être capable de réaliser une transformation de ligne. Donc, on a fait tout notre possible pour être capable de mettre en place qu'est-ce qu'on pouvait pour être capable de mitiger les travaux. Mais des fois, les gens ne comprennent pas qu'il y a une certaine limite à laquelle on peut arriver. Et cette
personne-là, de la façon qu'elle nous expliquait, c'était vraiment touchant, là, puis ça s'est venu me chercher vraiment au fond de moi-même, là, puis ça a un petit peu changé l'approche avec laquelle que j'ai regardé les travaux, puis tout ce qui s'est suivi par après, suite à cette rencontre-là. Parce que tu l'as nommé aussi, tu as quand même une énorme responsabilité aussi en tant que responsable des travaux. Tu as beaucoup de pression, il y a des échéanciers à respecter, il y a une chaîne logistique d'une complexité que je peux même pas m'imaginer. Donc, à la base aussi, c'est un peu ça, tu as des impondérables, tu dois livrer, puis il y a ça aussi à considérer. Ça te fait une équation immense, là. Oui. C'est difficile à expliquer de tout balancer ça pour être capable de... faut comprendre là, que quand on a arrêté la ligne de Deux-Montagnes, on a impacté 18 000 usagers par jour. Ouais. Donc, on ferme la ligne. Donc, l'objectif, c'est d'être capable de réaliser les travaux le plus vite possible pour être capable de remettre cette ligne-là en fonction, justement, pour enlever l'impact qu'on a sur la société. Il faut balancer tout ça à réaliser les travaux le plus vite possible, mais en même temps, de moins impacter les gens. C'est difficile à comprendre, mais il y a des emplacements que presque tu peux prendre un café avec la personne qui habite à côté de la ligne parce que en raison de la proximité des maisons. Donc, c'est vraiment... il faut vraiment gérer ces situations-là presque du cas par cas. Mais c'est ça, tu l'as nommé, l'espèce de dualité. C'est d'un côté, tu as des usagers de transport collectif qui sont impactés, donc tu vas agir vite. Mais d'un autre, agir vite, ça serait faire des travaux le week-end, le soir, la nuit. Puis là, tu as des gens qui disent « Oh, attends, là, moi j'habite là, j'ai ma vie familiale. » Donc, tu as une espèce de dilemme extrêmement difficile. Là. Oui. Puis, c'est à travers la communication qu'on a eue avec REM qu'on a mis en place, qu'on a discuté de qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'intérieur des horaires de travail pour le moins impacter les gens. Il y a eu des situations où on a dû travailler la nuit. Donc, l'approche a été de collaborer avec REM et d'informer le plus possible les citoyens des impacts de nos travaux et quand il allait se passer. Donc, toute cette logistique-là s'est mise en place dès le début. Puis, on l'a développé. Puis, au fur et à mesure que les travaux ont avancé, c'est devenu de mieux en mieux. Puis, on parlait de la ligne de montagne. Mme Michel, la ligne de montagne, c'est sans doute un des plus gros enjeux du projet, cette fermeture-là. Ah, c'était notre plus gros enjeu, honnêtement, Jean-Vincent. Comme Giovanni l'a dit, là, on était très conscients de l'impact qu'on allait avoir sur le quotidien des utilisateurs de cette ligne-là. Ça nous a préoccupés dès le départ. Puis, bon, tu étais présent, tu sais, on a collaboré, on a travaillé très fort avec les différents partenaires pour tenter de mettre en place le plus possible des mesures alternatives de transport collectif. On est allé à la rencontre des gens, on a fait des tournées citoyennes pour annoncer ce qui s'en venait en collaboration, parce que dans le fond, Giovanni expliquait c'était quoi la nature des travaux. On pensait que c'était important que les gens comprennent l'ampleur des travaux qu'on avait à faire, notamment enlever tous les passages à niveau, ce qui fait que Giovanni devait construire des viaducs, puis des... Bon, fait, mais oui, ça a été au cœur, puis ça continue à être au cœur de nos préoccupations, en fait, là, parce que là, l'achalandage commence à revenir quand même. Là. Puis c'est ça, je me rappelle au début, on se disait, est-ce que c'est possible de faire des travaux tout en maintenant des opérations du train? On l'a fait pendant un certain temps, mais à un moment donné, quand on regarde l'ampleur de ce qui était à faire, on n'avait pas le choix de fermer. Là. J'aimerais ça qu'on parle d'un autre exemple qui est vraiment intéressant aussi, c'est l'utilisation d'une poutre de lancement. Là, le poutre de lancement, c'est une immense structure très jaune flash. Là, on ne peut pas la manquer. Elle est de plusieurs tonnes. Puis cette poutre-là, elle venait construire une structure aérienne dans le secteur de Sunnybrook, si je ne me trompe pas. Oui. Encore une fois, très proche des résidences. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, quand on a mobilisé le lanceur en place, la première chose qu'on a faite, puis il y a eu des discussions préalables des mois en avance, avant qu'on s'est mobilisé en chantier avec l'équipement, de qu'est-ce qui allait être fait en termes de mesures de mitigation. Et on a élaboré un plan avec REM
pour être capable de prendre des mesures, faire des essais, de voir qu'est-ce qui pouvait être fait sur l'équipement pour minimiser le bruit, comment on pouvait orienter les alarmes sur l'équipement, jusqu'à quelle distance. Donc, on a passé une soirée au complet avec des équipes qui prenaient des mesures, des équipes de Nouvelle Ère, des équipes de REM qui prenaient pour valider exactement le rayon d'impact que cet équipement-là pouvait avoir. Donc, il y avait l'équipement. Après ça, il y avait aussi les équipements au sol qui devaient alimenter tout l'équipement aussi. Donc, on avait toutes les alarmes de recul de machine et tout ça. Donc, on a pris une mesure, puis on a déterminé un certain rayon d'impact. Ce rayon d'impact-là se limitait vraiment à la première rangée de maisons qui était autour du chantier. Donc, avec toutes ces mesures-là qui ont été prises, on a validé avec REM, puis on a déterminé que l'impact se situait vraiment sur la première rangée de maisons. Quand on a déterminé cela, on a développé avec REM un plan d'envoyer, durant qu'on était en arrière de certaines résidences, d'envoyer les résidents. Il y avait le choix d'aller à l'hôtel ou non pour être capable de mitiger le fait qu'on était en train de travailler 24 heures sur 24 parce que cette machine-là, c'était comme une chaîne de montage. Une fois qu'on partait, bien, on ne pouvait plus arrêter. Donc, on travaillait nuit et jour. Donc, on partait le dimanche soir et on arrêtait le samedi soir. Donc, c'était en continu. Donc, ça, c'était notre mesure de mitigation. C'est au fur et à mesure que la machine avançait, bien, les personnes qui étaient à proximité de l'équipement avec la zone de propagation du bruit, bien, on leur proposait d'aller à l'hôtel durant qu'on était de chez eux. Et ça s'est super bien passé. Mais c'est ça, quand on voit ça, Marie-Michel, des mesures, quand même, c'est un geste quand même très fort de dire, écoutez, on va vous amener une nuit à l'hôtel pour justement épargner les impacts. Ça doit être le genre de geste que les gens accueillent bien. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est des mesures exceptionnelles. Puis je dirais que ça, c'est vraiment un bon exemple de notre collaboration parce que comment ça se fait? Première étape, Giovanni vient dire, moi, j'ai pas le choix, il faut que je travaille 24 heures sur 24. Qu'est-ce que je fais? Moi, je dis, ben non, il n'y en est pas question. Là, lui, il va m'expliquer, il va me convaincre. Puis là, mais là, on travaille ensemble à faire... Moi, je deviens sa partenaire parce que moi, je veux qu'il puisse faire ces travaux-là 24 heures sur 24, mais pas non plus au détriment de la qualité de vie, surtout la nuit. Là, puis c'était 2-3 soirs d'affilée là, que les gens vivaient les impacts. Mais après ça, c'est que ça a quand même été l'idée de Giovanni de dire, ben pourquoi on les enverrait pas à l'hôtel? Puis à travers tout ça, en accomplissant des travaux d'une grande complexité, parce que transformer la ligne de montagne, il y a des fois des gens qui disent « Ah, ben il y avait déjà des rails, on passe à un nouveau... Maintenant, c'est le REM. » C'était immensément complexe, là. Oui, c'est beaucoup plus complexe que qu'est-ce que les gens... Puis qu'est-ce que nous autres, on pouvait imaginer au début. On s'est fait un plan de match dès le début quand on a commencé à planifier pour le projet. C'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on a commencé, puis on a commencé à travailler, on a ajusté notre temps d'exécution parce qu'il y a d'autres réalités qui se sont présentées qu'on n'avait pas prévues avant. Giovanni, quand on parle de mesures de mitigation, à un certain moment, on peut même tenter d'aller plus loin, d'innover. Qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre du projet du REM? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a regardé les différentes mesures qui pouvaient être mises en place justement pour minimiser notre impact au niveau environnemental pour le bruit avec les travaux qu'on effectuait. Un de ces méthodes-là, c'est de mettre en place des alarmes de recul à bruit blanc sur les équipements. Donc, Nouvelle Ère a mis en place dans ses contrats des obligations à nos différents fournisseurs d'équiper l'ensemble de leur équipement avec ce type d'équipement-là, justement pour moins impacter les environs de nos travaux lorsqu'il y avait des travaux qui se faisaient. Quand je vous entends parler, il y a des fois des gens qui regardent ça de loin, qui posent des questions, des fois qui ont du cynisme aussi par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire par rapport à des fois ce regard-là, des fois de pourquoi ça va pas plus vite, pourquoi vous faites pas ça mieux, pourquoi... Est-ce qu'il y a avec ce recul-là, tu as envie de leur dire quelque chose à ces gens-là, de dire regardez là, tout ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai à leur dire, c'est faut regarder qu'est-ce qu'on a construit dans le peu de temps qu'on a eu pour le construire. Les gens ne réalisent pas à quelle vitesse qu'on a construit, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, là, qu'on a commencé notre projet en 2018 et actuellement, on a des trains qui circulent sur la Rive-Sud. On a fait une mise en chantier de 67 km. C'est quelque chose qui est pas commun à faire en termes de projet. La vitesse à laquelle ça a avancé, c'est difficile peut-être. Tu sais, des fois, les gens regardent ça de l'extérieur puis ils ont toujours un œil critique.
Mais pour nous qui faisons ça à notre quotidien, c'est une chose incroyable là, d'avoir mis ça sur pied et d'avoir atteint le degré d'avancement où on est aujourd'hui. Là, c'est vraiment fantastique. Marie-Michel, toi, tu n'as pas fini. Tu es toujours dans le projet, mais tu es dans les premières employées. Oui, donc, ton regard, toi, tu peux le porter de très loin. Avant même, je pense qu'on avait un REM dessiné. Là, c'était encore 2 tracés séparés. Donc, tu as vu toutes les étapes. Qu'est-ce que tu retiens à ce stade-ci du projet? Bien, un peu comme Giovanni dit, c'est un projet qui est profondément humain. C'est un projet qu'on fait pour les gens, pour transporter les gens. Un projet qui est vraiment tourné vers l'avenir. Mais en même temps, c'est un projet qu'on fait avec les gens, avec des professionnels d'exception qui ont des expertises aussi exceptionnelles. Je trouve qu'il y a eu vraiment une belle évolution, là, justement, au niveau de la prise en compte des communautés qu'on traverse, puis comment, au départ, peut-être que l'ingénieur, effectivement, il traçait une ligne droite, puis il se disait, c'est la façon la plus simple de faire. Puis maintenant, il va penser, puis il va dire, oh, attention, peut-être que ma ligne devrait quand même être un petit peu plus courbe pour tenir compte du milieu dans lequel je m'inscris. Puis ça, je suis quand même assez fière de ça. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci aussi pour cette belle relation-là. On la voit, on la transparaît. Puis je pense que c'est ce type d'évolution dans votre relation qui a fait en sorte justement de où on est rendu dans le projet. Puis je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup. On retrouve Rose pour conclure cet épisode de Prochaine Station. Rose, aujourd'hui, tu nous parles de la présence numérique des équipes du REM. Oui, en fait, nous, depuis le début du projet, avant même d'être en service, on a décidé d'assurer une présence sur les médias sociaux, qui est quand même particulier. On a fait ce pari-là parce qu'on s'est dit, ça va nous offrir une belle fenêtre sur ce qui se passait sur nos chantiers. Hein. Ouais. Il y a des grandes palissades, les gens ne voient pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Donc, on s'est dit qu'on allait leur donner, justement, un aperçu de ce qui se passait. Puis, c'est aussi pour générer un dialogue. Ça va de part et d'autre. Donc, c'est super intéressant pour avoir le pouls des gens, recevoir leurs demandes. Puis, il y en a quand même beaucoup. Là. Oui, les gens ne voient les pas. Gens sont curieux. Ils sont curieux. Ils nous demandent des questions. Ils nous demandent des photos. Entre autres, la première fois qu'on a publié des photos de la voiture, ce qu'ils voulaient, c'était des vidéos. Donc, là, après ça, on les a écoutées. On a publié des vidéos. Donc, ils nous nourrissent en idées de contenu. Donc, c'est vraiment, ça va de part et d'autre. Il y a une relation qui s'est créée. Puis, il y a une multitude de façons qu'on a mis en place pour, justement, générer du contenu. Entre autres, on a des caméras de chantier. Donc, justement, qui vont au-delà des palissades. Les gens peuvent voir, ils accèdent via notre site web. Ils accèdent, puis ils peuvent voir, justement, l'évolution. Puis, quand je dis évolution, mais c'est parce que dans l'outil, on peut voir, on peut remonter dans le temps. Puis, à partir de ça, nous, on a même fait des vidéos time-lapse où on voit l'évolution. Puis ça, c'est impressionnant quand on la voit. Quand on voit les images là, collées, là, puis que ça fait une longue vidéo de plusieurs années. Mais c'est ça, je me rappelle, il y a une vidéo time-lapse qu'on avait faite sur les poutres de lancement, les fameuses grandes poutres jaunes là, qui ont traversé littéralement le paysage morelais pour construire la structure du REM. Puis c'est ça, derrière le REM, il y a toutes sortes de techniques de construction très innovantes ou qu'on a moins vues. Donc, ce type de vidéo-là, ça a super bien fonctionné. Les gens étaient curieux de comprendre comment ça marchait. Là. Oui, puis on a aussi un photographe terrain qui va quotidiennement sur place. Nous, on lui fait des demandes spéciales de photos, vidéos à faire. Puis, tu sais, depuis le début du projet, il y a des fois où que c'est des entraves de nuit. Donc, le photographe devait se déplacer de nuit, en plein hiver aussi, dans des conditions presque... c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Non, puis quand on suit, parce que nous, dans l'équipe, des fois, on suit des tournages, on vit ces conditions-là, puis là, on ressort de là, on sait qu'on a hyper froid, ça qu'il y a plu, puis là, ça, c'est une petite période de temps pour un tournage, mais ça nous rappelle quand il y a plein d'équipes, là, des milliers de personnes qui travaillent dans ces conditions-là, pas toujours évidentes. Là. Oui, puis nous, notre mission dans notre équipe aux communications, on a une mission d'archivage. Ouais. Parce que c'est des images qui vont marquer le temps, qui vont être utilisées. On ne sait même pas tout le temps comment ils vont être utilisées, ces images-là, mais on s'est vraiment donné ça comme mission de documenter ce qui se passait. Puis, il y a un projet qui s'appelle Destination REM qu'on peut retrouver facilement là, sur nos plateformes, sur YouTube. C'est vraiment comme ça, là, justement, on suit des quêtes de différentes personnes qui ont travaillé dans le projet. Je le disais, il y a des milliers de personnes, mais il y a certaines personnes qu'on voulait juste creuser un petit peu plus. C'est quoi leur quête? C'est quoi leur rôle? Puis j'invite les gens à les écouter parce que ça donne un peu plus le reflet sur les défis qu'on traverse. Oui, disponible sur notre chaîne YouTube. Sinon, la beauté des médias sociaux, c'est toute la notion d'interaction. Puis on s'en est servi. Puis tu sais, je dis médias sociaux, mais notre présence numérique au sens large, là, aussi via notre site web, c'est un outil vraiment génial pour
impliquer les gens dans les grandes décisions qu'on avait à prendre. On l'a fait, le design des voitures, c'est les gens qui l'ont choisi. La voix du REM, c'est les gens qui l'ont choisi. Hey, il y a eu 35 000 votes. Moi, j'en reviens toujours pas. Là, 35 000 personnes. On s'attendait pas à ça. Ben non, on s'attendait pas à ça. On a mis notre site à l'épreuve. Ouais. On voulait tester le trafic sur notre site. Ça a été un bon test. Mais c'est intéressant de voir que les gens embarquent. Parce que des fois, tu dis c'est le fun de faire tout ça, mais si on sent qu'il n'y a pas de retour, ben, à un moment donné, on ne veut pas se parler à nous-mêmes, mais littéralement, dans le REM, on le sent, cet engouement-là. Les gens sont curieux, ils posent des questions, puis ça va dans les deux sens. Oui, il y a beaucoup d'interactions. Bien, je te remercie beaucoup, Rose. J'invite les gens à venir nous découvrir. Si ce n'est pas déjà fait, là, ça donne envie de venir nous visiter sur nos plateformes puis nous poser des questions. Merci. Merci. Prochaine Station est un balado produit par CDPQ Infra. Si vous avez des questions concernant le REM, visitez notre site web rem.info ou suivez-nous sur les médias sociaux.